Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette première conférence du sommet virtuel de sophrologie. Donc je suis Laurence Roufouillet, c'est marqué dessus. Je suis, une des organisatrices de ce sommet, donc avec Sophie Chabot que vous pouvez apercevoir. Sophie, voilà, tu peux toujours faire un coucou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'animer toutes les sessions. On se répartira un petit peu, mieux, enfin différemment, demain et vendredi. Voilà, donc vous voyez mes yeux se balader parce qu'en même temps, je regarde le chat, les participants qui arrivent et on va pouvoir commencer assez vite. Il est 12h28. Voilà, merci d'être nombreux pour cette première conférence et surtout pour notre première conférencière qui essuie les plâtres. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop je croise les doigts jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème technique. Ça peut toujours arriver, mais en tout cas, c'est pas arrivé jusqu'à présent. Voilà, on est déjà une quarantaine. Voilà. Bonjour Aline. Je dois passer quelques petits messages dans le chat. Voilà, merci à celles et ceux qui, pour certains, je vois des noms familiers qui étaient déjà là ce matin. Voilà. Et puis ce que je vous propose, voilà, c'est pire que le compte à rebours de la NASA, mais c'est à peu près ça. Voilà, on va pouvoir commencer assez vite. Voilà, ben, on va y aller si vous voulez bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Roufouillet, je suis une des organisatrices de ce sommet virtuel de sophrologie qui a cette année sa troisième édition. Donc, pour cette conférence d'ouverture, la première journée maintenant est traditionnellement consacrée à des conférences un peu plus professionnelles, davantage orientées vers les sophrologues en exercice ou peut-être en formation d'ailleurs. Nous sommes heureuses de recevoir donc Judith Dumas. Alors je ne sais pas s'il faut encore présenter Judith Dumas parce que Judith, je crois que beaucoup de gens vous connaissent. Vous êtes sophrologue depuis, une quinzaine d'années. Vous avez suivi une formation caïcédienne et pas que, mais on vous reçoit aussi aujourd'hui en tant que vice-présidente de la Société française de sophrologie, une de nos sociétés savantes, peut-être, et vous nous le direz sans doute, la plus ancienne. Pour un sujet qui concerne beaucoup, de nos collègues, la supervision sur laquelle on lit et on voit beaucoup de choses. Donc vous allez nous aider à y voir un peu plus clair et sans tarder, alors je vous rappelle, le principe de nos conférences. Notre conférencière, notre intervenante aura 3 quarts d'heure, voilà, pour exposer, ce sujet et puis on se garde un petit quart d'heure à la fin pour vos questions et je vous remercie de bien vouloir nous mettre vos questions dans le chat, hein. Donc c'est Sophie, qui a la gentillesse de m'assister, qui voilà, qui jettera un coup d'œil sur les questions, et en tout cas, sans tarder, Judith, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci Laurence. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième sommet virtuel de la sophrologie et en particulier de l'introduire avec cette première conférence que j'ai intitulée donc Supervision en sophrologie, cadre et contenu, de l'analyse de la pratique à celle de la relation d'aide. Alors, qu'allons-nous voir dans cette conférence? Alors, déjà, je vois que le déroulement de mes slides est bloqué et je ne sais pas pourquoi. Puisqu'il y a une seconde, cela fonctionnait. Alors, alors, comment Alors je est-ce fais le qu'on peut son. faire? Oui, Judith, continuation, oui, peut-être refermez la projection du fichier, hein, d'accord. le mode diapo et remettez-vous dessus pour voir si ça fonctionne. On va essayer de le Je refaire une crois fois que parce qu'effectivement, ce que je vois, c'est que de mon côté, ça paraît un peu bloqué c'est bloqué aussi. aussi, Voilà, hein. allez-y, reprojetez à nouveau Judith, en bas à Alors, droite. est-ce que là, vous y voyez correctement? Alors Je vais oui, essayer de reprendre. Voilà. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Laurence, pour votre aide. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette conférence? On va parler déjà, on va définir ce qu'est la supervision, son cadre, son contenu et sa périodicité. Et je vais subdiviser cette conférence en deux parties. Dans une première partie, je vais vous parler de l'analyse de la pratique,
qui permet de s'interroger sur les choix et les indications de nos pratiques. Et dans une seconde partie, je vous parlerai de l'analyse de la relation d'aide, où là, on vient plutôt s'interroger sur ce qui résonne dans la relation à l'autre. Nous parlerons enfin du choix du superviseur, son expérience, mais aussi son courant de pensée, ce que j'appelle sa sensibilité et sa formation. Et enfin, au terme de ces 45 minutes, eh bien, je viendrai répondre à vos questions. Alors, je voudrais commencer cette conférence par des remerciements appuyés à Laurence et à Sophie, d'abord pour l'organisation de ce magnifique sommet virtuel, mais aussi pour m'inviter à la fois en ma qualité de vice-présidente de la Société française de sophrologie et en ma qualité de sophrologue et superviseur. Et je voudrais pouvoir vous dire quelques mots, si vous me le permettez, en introduction sur ce qu'est la Société française de sophrologie. C'est une société savante, comme le disait Laurence, qui est la plus vieille institution existante en matière de promotion de la sophrologie en France, puisqu'elle a été créée en avril 1966 et qu'elle a été parrainée dès l'origine par Raymond Abrezol et Armand Dumont, qui ont introduit et diffusé la sophrologie en France. Alors, l'objet de la Société française de sophrologie, et bien comme toutes les sociétés savantes, c'est la recherche, mais c'est aussi la transmission, la diffusion et le développement de la sophrologie en France, ainsi que la promotion du métier de sophrologue. D'autre part, dans le cadre de nos valeurs, nous avons aussi à cœur de dialoguer avec tous les courants et tous les représentants de la sophrologie et d'en défendre une certaine image. Nous avons également à cœur de nous mettre en lien avec les recherches en sciences et notamment en neurosciences et sciences humaines et de nous rapprocher d'autres pratiques psychocorporelles. Alors, comment sommes-nous organisés? Eh bien, nous sommes 16 membres d'un conseil d'administration. Nous sommes tous absolument bénévoles et nous avons 2 assistantes qui, elles, sont salariées de l'association. Notre présidente actuelle est Madame Claude Chatillon et nous sommes 3 vice-présidentes. Chacun des membres du conseil d'administration vient travailler à travers 4 commissions qui sont la commission congrès et recherche, la commission métier, formation et certification, la commission communication et la commission déontologie. En matière notamment je dirais, de recherche, eh bien, nous organisons tous les ans un congrès annuel autour d'un thème de réflexion. Et comme le premier a été organisé en 1967, eh bien, cette année, comme tous les ans, au premier week-end du mois de décembre, ce sera le 54e congrès de la SFS. Alors, ces congrès abordent de nombreux thèmes de recherche. Je vous en ai mis quelques-uns sur ce slide, vous le voyez, de la créativité à l'estime de soi, des traumatismes en passant par les résiliences, les émotions, de tout ce qui concerne les violences, les addictions en passant par la voix, la temporalité, et cette année, le corps. Et chacun de nos congrès va s'organiser avec des invités, tous experts dans leur domaine, qu'ils soient médecins, psychanalystes, philosophes, psychologues, sophrologues, autour d'un thème d'actualité. Alors, une fois que le congrès est réalisé, eh bien, toutes les conférences du congrès vont être publiées dans un ouvrage et nous avons donc notre propre collection aux éditions L'Harmattan qui s'appelle Les Actes du Congrès et qui est déjà riche de nombreux titres, à quoi s'ajoutent différentes parutions qui visent à révéler l'intérêt de la sophrologie auprès de l'ensemble des professionnels de la relation d'aide. Je vous en ai cité 2. Paru en 2004, La sophrologie ou le pouvoir des images en psychothérapie, paru en 2016, Méta-sophrologie. La Société française de sophrologie, elle est également éditrice d'un code de déontologie et elle organise tous les ans, 4 fois par an, des journées de réflexion professionnelle, donc effectivement des rencontres avec les sophrologues. Elle signe également différents partenariats et elle propose un site internet et un annuaire en ligne permettant de promouvoir les activités de nos adhérents. Et enfin, nous sommes co-organisateurs des États généraux de la formation et à ce titre, nous avons un réseau de 14 écoles que l'on appelle centres préparateurs et qui venaient donner le titre RNCP lorsque nous pouvions encore le donner.
Et nous avons donc 8 écoles membres qui sont présentes en France et à l'étranger. Et ces 22 écoles, eh bien, sont toutes fédérées autour du respect des préconisations que nous avons formulées en matière de formation des sophrologues en France. Voilà pour ce qui concerne la Société française de sophrologie. Et je voudrais me présenter en quelques mots. Alors, je suis sophrologue. Je suis formée sur les 3 cycles, fondamental, radical, existentiel. Et je suis également sophrothérapeute, sophroanalyste, formatrice dans 4 écoles de sophrologie et superviseur. Et je suis par ailleurs de courant humaniste. Et cette précision, vous allez le voir, elle va compter dans la suite de la conférence quand on va parler du choix du superviseur et de son courant de pensée. Je suis en exercice libéral depuis 15 ans, je vis de mon métier. J'ai une pratique en cabinet et je reçois donc en individuel des personnes, des adolescents, des adultes, des couples. Et puis j'ai également des ateliers de pratique collective, mais surtout, je suis supervisée dans ma pratique depuis l'origine. Alors, on en parle, mais qu'est-ce que c'est que la supervision? La supervision, c'est une rencontre entre sophrologues ou futurs sophrologues pilotée par un superviseur. Alors, vous voyez que j'ai mis le mot sophrologue au pluriel, mais c'est un pluriel entre parenthèses. Pourquoi? Parce que la supervision, elle peut être individuelle ou collective. Mais quel que soit votre choix, c'est une rencontre et elle va devoir être aussi authentique que possible parce que vous allez y exposer votre manière d'être sophrologue. C'est-à-dire que vous allez parler de votre pratique, de la façon dont vous l'avez sélectionnée, dont vous la réalisez. Et puis, vous allez aussi parler de la façon dont vous venez vivre votre relation à l'autre et à vous-même. Et à travers sa posture, ses questions, son écoute, ses observations, ses remarques, eh bien, le superviseur va vous amener à réfléchir sur ce qui se dit là dans la supervision, c'est-à-dire à vous engager dans un processus de réflexion pour que petit à petit, vous preniez conscience de choses qui sont parfois restées dans votre angle mort et que petit à petit se fasse un travail de conscientisation et de maturation. Donc la supervision permet l'intégration de l'expérience professionnelle. Concrètement, vous venez en supervision avec des dossiers, des questions et des ressentis, c'est-à-dire des éprouvés émotionnels. Et comme je l'indiquais il y a un instant, puisque vous exposez votre pratique, il est absolument nécessaire que vous soyez dans un climat de bienveillance et de confiance. C'est seulement à cette condition que vous allez pouvoir parler de ce qui résonne à l'intérieur de vous, de ce qui fait question, de ce qui pose parfois difficulté. Et c'est ainsi que dans la supervision, on va acquérir et renforcer ses compétences à la fois techniques et psychosociales. Ce climat de confiance, c'est aussi un climat de transparence nécessaire. En effet, je ne peux superviser que ce que tu veux bien m'apporter. En clair, il s'agit aussi de donner tous les éléments nécessaires au superviseur pour permettre de comprendre ce qui se passe dans la relation d'aide et d'analyser le processus d'accompagnement sophrologique. Alors, vous venez avec des dossiers, lesquels, ceux de votre choix. Le plus souvent, il s'agira d'accompagnements qui constituent des situations complexes et qui vous posent difficulté. Vos dossiers sont anonymisés, donc vous ne venez pas avec un dossier que lit le superviseur. Vous venez présenter verbalement votre dossier et vous allez indiquer donc le prénom, l'âge, le sexe, mais aussi la situation de la personne au moment de la rencontre et son contexte, et ce, dans un respect de la confidentialité. D'ailleurs, si votre superviseur est susceptible de connaître la personne supervisée, il sera nécessaire d'en changer le prénom. Et ainsi, on va travailler pour, en fait, vous interroger sur vos choix et sur les indications de vos pratiques, ce pour vous aider à y voir plus clair. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, eh bien, vous allez venir avec votre dossier
et vous allez expliquer la façon dont vous avez compris la demande de la personne accompagnée, la façon dont vous avez recueilli les éléments d'information qui vous ont permis de comprendre cette demande. Ça, c'est ce que l'on appelle le plus souvent l'anamnèse dans la plupart des écoles, mais parfois ce mot n'existe pas. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir évoquer aussi la façon dont, à partir de la compréhension de cette demande, vous avez défini un projet en accord avec la personne accompagnée et la façon dont vous avez, le cas échéant, bâti un programme d'accompagnement. Ça, c'est lorsque votre école vous a appris à travailler en approche projet-programme. Mais cette approche n'est pas la seule possible et ce n'est pas la seule existante. En sophrothérapie, par exemple, on ne travaille que très exceptionnellement en approche projet-programme. On va travailler à chaque séance à partir de ce que la personne va nous déposer dans l'espace de sa séance. Quelle que soit votre modalité de travail, eh bien, on va aussi pouvoir parler ensemble des protocoles que vous avez choisis et de la façon dont vous les avez guidés, accompagnés, et donc de ce que vous savez aussi des indications et des contre-indications de ces protocoles. On va pouvoir parler aussi, de façon très pratique et concrète, de l'adaptation de certaines pratiques. Par exemple, récemment, une personne supervisée m'indiquait qu'elle voulait faire un pompage haut des épaules et que la personne avait de violentes douleurs au niveau des trapèzes et que ça n'a pas été possible. Je lui ai donc montré un pompage bas par un enroulé des épaules. Donc ça, c'est clairement un principe d'adaptabilité. Donc, vous le voyez, à travers l'analyse de la pratique, il y a une dimension pédagogique très forte et il n'est pas rare dans mes supervisions que je puisse donner une fiche d'anamnèse, que je puisse également donc donner des fiches protocoles permettant d'indiquer les indications, les contre-indications, le déroulé des protocoles. On va aussi parler des termes logos. Alors, par exemple, récemment, une sophrologue que j'accompagne, qui est très créative, avait prévu une sophronisation de base senso-perceptive avec une sophro-respiration synchronique pour une personne accompagnée. Et elle avait bâti un très beau ternos logos qui, au moment de la respiration, évoquait une fontaine jaillissante avec le jet qui monte et qui descend. Et là, la personne est sortie violemment de la sophronisation en disant « ça, c'est pas possible pour moi parce que quand j'avais 4 ans, je me suis penchée sur une fontaine pour boire, je suis tombée dedans la tête la première et je me serais noyée si mon père ne m'en avait pas sorti. » Donc, on le voit ici, à travers le ternos logos, eh bien, c'est l'anamnèse qui était en cause et c'est notamment les images ressources de la personne qui n'avaient pas été collectées. On peut pouvoir aussi parler de vos dialogues pré- et post-sophroniques, de ce qui s'y dit, et on va pouvoir parler également des phénodescriptions, qui sont des choses très importantes, et on va pouvoir discuter ensemble de comment se font ces phénodescriptions. Est-ce qu'elles sont données verbalement lors des dialogues post-sophroniques? Est-ce que la personne prend un temps après le protocole, pendant la séance, pour écrire dans son carnet? Ou est-ce que vous proposez, par exemple, un découpage collage, de la pâte à modeler ou toute autre modalité qui peuvent être intéressantes au regard de la problématique de la personne? Donc, vous le voyez, on va mettre en éclairage tous les grands principes de la sophrologie. Et puis, lors de cette supervision, eh bien, votre superviseur a une attitude. Il vous écoute, il vous questionne, il reformule, il synthétise, il fait silence. Et à travers la façon qu'il a d'écouter vos émotions, d'entendre ce que vous lui dites, eh bien, il va également vous transmettre une aptitude d'écoute qui, pour moi, est une compétence à la fois technique et comportementale. Donc, il y a tant dans le savoir-faire que dans le savoir-être du superviseur quelque chose qui se transmet. On vient de voir ensemble l'analyse de la pratique. Je vous propose maintenant de parler de l'analyse de la relation d'aide. À quoi sert-elle? Elle permet d'aider le sophrologue à y voir plus clair pour penser, comprendre et mieux gérer les situations, mais également pour élargir sa capacité à les vivre émotionnellement et intellectuellement, et pour s'interroger sur ses attitudes, ses paroles, ses perceptions, ses émotions.
Ici, la première chose sur laquelle je viens le plus souvent travailler, c'est le cadre de travail. Or, le cadre de travail, ce n'est pas le contrat. Encore lundi, j'étais en supervision et je demande à une personne, à une sophrologue, ce qu'est son cadre de travail. Et elle me parle du contrat, c'est-à-dire du projet défini et du programme construit. Le contrat n'est pas le cadre. Le cadre de travail, c'est ce que vous posez dès le départ en démarrant votre accompagnement avec la personne accompagnée. Et c'est ce qui va lui permettre de connaître la durée de vos séances et les dépassements possibles et de pouvoir savoir pourquoi, s'il y a dépassement, on dépasse. C'est aussi la façon que vous aurez de lui indiquer ce que sont vos modalités de rémunération ou encore les conditions pour annuler une séance. Est-ce qu'on peut annuler la séance le jour même sans conséquence? Comment, pourquoi? Ça va également permettre de poser des questions sur peut-on vous écrire en dehors des séances? Et si oui, est-ce que vous lisez? Est-ce que vous répondez? Dans quelles conditions? Peut-on vous appeler en dehors des séances? Et même chose, si oui, dans quelles circonstances? Acceptez-vous d'établir une relation d'une autre nature avec la personne accompagnée? Par exemple, si elle vous demande d'aller boire un café avec elle, est-ce que c'est possible? Toutes ces questions vont vous permettre de poser le cadre. Et le cadre, il est indispensable tant au sophrologue qu'au sophronisé. Parce que le sophrologue, il se doit d'être contenant. Et pour être contenant, eh bien, il s'agit de ne pas être envahi ou débordé par la personne accompagnée. Donc, le cadre a un effet de protection. Il vous permet, une fois posé, en fait, d'être disponible dans l'ici et maintenant de la séance. Et puis, ça vous permet aussi de repérer les sorties de cadre, qui disent toujours beaucoup sur la personne accompagnée, sa problématique, sa façon d'être structurée. Donc, le cadre pour le sophroniser, il est contenant et il lui permet d'être contenu, ce dont il a besoin. Donc, de disposer de limites claires, de repères clairs et aussi de percevoir votre solidité. Le cadre, il a également pour effet de créer la confiance. Et la confiance vous permet de ne pas céder à la tentation d'entrer dans la toute-puissance. En effet, si vos séances durent ce que vous voulez, 1 heure et demie, 2 heures, selon votre bon vouloir, qu'est-ce que la personne peut préparer? Comment peut-elle savoir ce qui va se passer? Comment peut-elle organiser son emploi du temps? Il y a ici quelque chose qui peut basculer vers une relation d'emprise. À partir du moment où est instaurée une relation de confiance par un cadre clair, vous initiez un rapport d'intimité dans l'alliance. La personne se sent considérée et respectée. Enfin, le cadre permet aussi une responsabilisation tant du sophrologue qui va s'engager dans le respect des limites définies que de la personne qui va apprendre à s'autonomiser, ce qui est bien le but de la cure sophronique, c'est-à-dire qui va éviter de se mettre dans vos bras pour être materné ou de tomber dans une relation de dépendance. Donc, cette analyse de la relation, eh bien, elle va permettre aussi de poser des questions telles que la légitimité. Par exemple, récemment, un jeune sophrologue que j'accompagne, eh bien, me disait mes séances d'anamnèse durent plus longtemps que mes séances de suivi, mais je fais payer mon anamnèse moins cher que mon suivi. D'accord? Pourquoi? Parce que la personne fait un essai. Alors, on a travaillé autour de ce mot essai. Pourquoi elle fait un essai? Ici, la question qui se posait, c'était celle de la légitimité. Est-ce que je suis légitime en tant que sophrologue? Si oui, alors je n'ai pas nécessairement à faire payer ma séance d'anamnèse, qui est plus longue, moins chère. L'analyse de la pratique va aussi permettre de travailler avec ceux d'entre vous qui sont sophrologues et autre chose. Sophrologue et psychologue, sophrologue et kinésiologue, sophrologue et autre chose. C'est ce qu'on appelle une pratique intégrative, c'est-à-dire que c'est une pratique qui intègre différents outils. C'est possible, à condition que la personne accompagnée sache ce qu'est la sophrologie et ce qui n'est pas de la sophrologie. Donc, il s'agit d'identifier la sophrologie. Et ça permet de faire un rappel sur la déontologie de notre profession. La déontologie, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui régissent une profession, qui régissent aussi la conduite de ceux qui l'exercent et qui régissent les rapports
entre sophrologues et les rapports entre le sophrologue et ses clients. Alors, développer la lucidité et la prise de distance, eh bien, à travers le code de déontologie, c'est une chose qui va avoir valeur de respect et de responsabilité. Le code de déontologie, nous en sommes tous signataires. Il est affiché dans nos cabinets et c'est d'ailleurs une obligation. Et il est respecté au travers de nos comportements. Il constitue déjà un cadre. Par ailleurs, dans notre code de déontologie, en tout cas celui de la SFS, il y a les rapports de confraternité. Et je suis souvent chagrinée dans mes supervisions d'observer que certains sophrologues entre eux non pas des rapports de confraternité, mais plutôt des rapports de concurrence. Ce qui va nous amener aussi à parler du réseau, de la manière de travailler ensemble, en commun, tant avec les autres sophrologues de votre territoire, de votre périmètre géographique, que aussi avec les autres professionnels, pour faire respecter la spécificité de votre pratique et en avoir conscience et respecter celle des autres professionnels. C'est ainsi que vous allez pouvoir développer votre éthique. Et l'éthique, ce n'est pas la déontologie. L'éthique, c'est plutôt tiré du mot grec ethos qui signifie manière de vivre, donc c'est plutôt une posture morale. L'éthique nous permet de nous interroger sur nos propres limites. Elle vient donc évoluer au fur et à mesure de la supervision et l'éthique est structurante. Elle permet de développer la lucidité, la prise de distance dans la relation. Enfin, dans l'analyse de la relation d'aide, on va aussi beaucoup parler, bien sûr, des phénomènes de résonance et de projection. On va tenter de les identifier et de les travailler. Alors, qu'est-ce que la résonance? Je vous ai choisi une citation de Foulk qui dit: l'idée derrière le concept de résonance est qu'un individu exposé à un autre individu et à ses communications sous forme de comportements et de mots semble instinctivement et inconsciemment y répondre de la même façon. Bon, ça vous rappelle, je le suppose, les neurones miroirs, et en tout cas, dans ce phénomène de résonance, eh bien, le sophrologue va laisser émerger ses sensations, ses émotions, ses perceptions. C'est ça qui, en étant conscient, va lui permettre une identification avec la personne accompagnée, en sachant que il n'est pas elle et elle n'est pas lui. Et c'est ça qui va aussi permettre de développer une posture d'empathie, en portant attention à notre expérience émotionnelle, notamment dans la supervision, et en s'y référant, eh bien, cela nous permet d'être au fait de notre réalité objective et de mieux comprendre ce qui se passe dans la relation avec l'autre, la nature de ce qui se passe, et ainsi de préserver le devenir de la relation d'aide. Entre proximité et distance, nous allons pouvoir ainsi apprendre à suspendre le jugement, donc aussi à repérer nos jugements de valeur, et à bâtir avec la personne accompagnée une relation équilibrée et de confiance. Nous sommes ici en plein dans la gestion de la dynamique de l'alliance. Parlons des projections. Je vous ai choisi une citation du Talmud. Quiconque voit autrui imparfait l'accusera de ses propres défauts. La projection, vous le savez, hein, c'est un concept psychanalytique, c'est un phénomène totalement inconscient et c'est une opération mentale par laquelle on attribue à quelqu'un d'autre nos propres sentiments dans le but de sortir d'une situation émotionnelle vécue comme intolérable. Alors, attribuer à quelqu'un d'autre ses propres affects, ça c'est la définition psychanalytique. Moi, je vais retenir la définition qu'en donne la psychothérapie, c'est ne pas percevoir les autres tels qu'ils sont objectivement, mais tels que nous les voyons au travers de notre propre grille de lecture émotionnelle. Donc, dans la supervision, on va justement prendre conscience de notre grille de lecture émotionnelle, comprendre ce que sont nos limites, comprendre ce que sont nos valeurs, comprendre aussi la façon dont on peut suspendre le jugement. En clair, prendre conscience de nos projections et ainsi préserver le devenir de la relation. En clair, je pourrais dire que dans la relation d'aide, nous ne voulons rien pour l'autre. Nous ne savons rien à sa place. Et parce que nous instaurons cette relation de confiance, nous pouvons quelque chose pour lui.
observer chez la personne accompagnée une nouvelle façon de se percevoir, une nouvelle façon par laquelle elle met en lien ses sensations, ses émotions et ses pensées, par laquelle elle se découvre, conquiert des compétences, acquiert des capacités, se renouvelle et instaure une véritable harmonie pour renforcer son autonomie et le sens donné à son existence. C'est là pour moi ce qu'est la sophrologie et c'est là pour moi ce que doit être la dynamique de l'alliance. Alors vous le voyez, à travers tout ce que je vous indique, je suis dans une approche de type centrée sur la personne, c'est-à-dire une approche humaniste. Si mon approche était phénoménologique, ce serait sans doute d'autres propos, d'autres mots, une autre terminologie. Donc vous voyez déjà à travers le choix des mots de ma conférence à quel point le courant de pensée de votre superviseur est important. Enfin, dans la supervision, pardon, votre superviseur va être très attentif à la façon dont vous prenez soin de vous. Et ça n'est pas des moindres. Comment est-ce que vous installez votre ancrage physique et psychique? Combien de temps vous mettez à préparer vos séances? Comment vous en ressortez? Dans quel état émotionnel, énergétique? Comment mettez-vous en place des modalités de ressourcement vous permettant de bénéficier d'une écologie personnelle, vous permettant de durer dans un métier qui n'est pas le plus simple du monde? Ça aussi, c'est une chose très importante. Enfin, je voudrais vous dire ce que n'est pas la supervision. La supervision, ce n'est pas la même chose que la covision. La covision, on pourrait dire que ce sont des groupes de pairs. Ça rassemble des sophrologues, souvent formés dans une même école, mais parfois issus d'écoles différentes, hein, et qui vont travailler ensemble sur leur pratique et qui vont échanger au sujet de leur posture de relation d'aide. Alors souvent, il y a beaucoup d'échanges d'informations en ce qui concerne les différents courants représentés, les conférences auxquelles ils ont pu assister, les formations, les lectures. Chacun s'exprime librement, mais aucun n'est en position de superviseur. De la même façon, ce n'est pas non plus l'intervision qui est classiquement en fait proche de la covision et qui est un dispositif de rencontre entre pairs pour échanger sur ces expériences et pour favoriser une approche réflexive et de co-développement en partageant les questionnements. Je vous invite maintenant à voir les aspects pratiques et concrets de la supervision. Elle peut être individuelle ou collective, mais elle sera toujours sur une durée déterminée par avance et elle sera toujours rythmée par des séances régulières. Alors concrètement, pour vous parler de ma pratique, je propose des séances individuelles et des séances collectives. Mes séances individuelles sont pour 1 heure, classiquement, parfois pour 1 heure et demie, donc ça c'est défini par avance, et plus exceptionnellement 2 heures. Dans les séances collectives, je travaille avec des petits groupes de 3, 4, 5 ou 6 personnes maximum, pas plus, et je vais compter à peu près 40 minutes par sophrologue sans dépasser 4 heures de supervision. Sur le plan maintenant de la périodicité, je préconise une supervision tous les 2 mois, mais certains sophrologues me demandent une supervision mensuelle d'1 heure, par exemple. Et puis, certains sophrologues vont avoir une supervision tous les trimestres. Au-delà, pour moi, c'est trop peu, mais ce n'est que ma conviction personnelle et c'est aussi une conviction que j'applique à moi-même dans la façon dont je suis supervisée. Enfin, la durée de la supervision, elle va beaucoup dépendre, bien sûr, de votre expérience et du degré de complexité des cas que vous accompagnez, évidemment. Cette supervision, elle fait l'objet d'un contrat. Donc, lorsque j'accepte de superviser quelqu'un, je vais dialoguer avec la ou les personnes concernées, comprendre leurs demandes, comprendre leur formation initiale, savoir quelle est leur pratique, et à partir de tout ce qui se comprend et de tout ce qui se formule comme demande, eh bien, je vais établir un contrat que j'envoie par mail. Donc, souvent, c'est un simple mail, et je vais préciser les buts, le rythme, la durée et les modalités des séances. Et par ailleurs, le processus de supervision, il est évalué à chaque séance, c'est-à-dire que je conserve toujours au moins 10 minutes dans mes supervisions pour savoir quel est l'état émotionnel des personnes,
elles sont rentrées dans un certain état émotionnel, elles avaient une météo émotionnelle, elles sortent dans un autre état émotionnel, lequel? Comment elles se sentent énergétiquement? Comment elles se sentent intellectuellement? Est-ce qu'elles ont pu poser toutes leurs questions? Est-ce qu'il reste des inquiétudes? Est-ce qu'il reste des ressentis, des difficultés? Est-ce que cette supervision a répondu à leurs attentes sous les différents aspects? Aspect d'écoute, aspect de compréhension, aspect de solution. Donc, effectivement, la supervision dans ses modalités pratiques, c'est tout cela. Alors, le choix de votre superviseur. Bah, évidemment, il faut d'abord qu'il ait lui-même une expérience professionnelle significative et il faut s'interroger aussi sur la nature de cette expérience. Par exemple, un sophrologue qui ne fait que du collectif. Si vous, vous faites des accompagnements individuels, eh bien, est-ce que ça vous convient? Est-ce que quelqu'un qui ne fait que du collectif est en mesure de comprendre ce qui se passe dans une séance individuelle? Donc, il y a la durée de son expérience professionnelle qui est très importante, mais aussi la nature de cette expérience professionnelle, la nature de sa pratique, sa formation, bien sûr, mais aussi son courant de pensée, puisque ça va orienter sa manière de comprendre les choses et sa manière de vous guider. Enfin, il y a aussi sa manière d'être au monde, c'est-à-dire son savoir-être. Voilà, ce qui transparaît de la personne et ce qui, dans sa subjectivité, vous touche et correspond à vos valeurs. Alors, est-ce qu'il existe des formations en supervision? Alors, je vous avoue que je m'y suis intéressée pour cette conférence et que j'ai donc identifié deux écoles qui proposent un cursus de formation de supervision en sophrologie. Les deux cursus sont à peu près d'égale durée, c'est à peu près 70 heures, c'est entre 8 et 10 jours. Il y a sophrologieformation.com avec un diplôme de superviseur en sophrologie qui fait l'objet d'un titre protégé, d'où le petit R sur mon slide. Et puis, il y a le Centre de formation sophrologie et développement qui propose une formation de praticien de la supervision. Dans un souci de transparence, je vous informe que je ne connais pas ces deux écoles. Voilà. Par ailleurs, je voudrais, puisque Sophie et Laurence m'ont gentiment proposé de le faire, je voudrais aussi vous parler de deux formations que j'anime. Une formation en sophrothérapie et relation d'aide qui est à destination de tous les sophrologues et non pas des superviseurs et qui permet à des sophrologues déjà en exercice de parler de la relation d'aide et de retravailler sur les notions d'écoute, sur les notions de reformulation, mais aussi sur les notions de posture, sur les différentes postures dans différentes approches phénoménologiques, centrées sur la personne, mais aussi les approches de François Roustan, par exemple, et de travailler aussi sur les postures, par exemple celle de Portner, etc. Cette formation, elle aura lieu à l'ISSP les 14 et 15 juin 2025. Et puis, je propose une formation courte de 2 jours dédiée aux superviseurs en sophrologie, permettant de rappeler les fondamentaux de la supervision à partir de ce que vous avez déjà vu dans cette conférence, donc en reprenant effectivement tous ces aspects, en les développant et avec de nombreuses pratiques et de nombreux cas pratiques et des vignettes cliniques. Et ça, ce sera les 16 et 17 novembre 2024 avec Centre Évolution Formation, qui est l'école de Patricia Penaud. Alors, nous arrivons à la fin de cette conférence et je voudrais en conclusion vous transmettre une conviction personnelle, celle qui fait que pour moi, la sophrologie, c'est une pratique de la relation d'aide et qu'elle offre un cadre et des outils bien suffisants pour accompagner l'autre avec un grand A vers son autonomie. Et c'est ça pour moi le but de notre pratique. Ce n'est pas de laisser l'autre captif de quelque chose, mais vraiment de l'accompagner vers son autonomie, à la découverte de ses valeurs et dans le respect de son histoire. Et ce travail, ce métier, c'est une responsabilité qui doit être comprise et assumée, ce à quoi sert la supervision. Je vous remercie pour votre attention et je vous écoute pour vos questions. Alors, je vais reprendre la parole, quelques instants. D'abord, chère Judith, pour vous remercier parce que je crois qu'on est un certain nombre à avoir littéralement bu vos paroles.
Heu, moi, j'ai pris alors beaucoup de notes, mais vraiment la richesse, la densité, de votre présentation en si peu de temps. Franchement, bravo de nous avoir transmis, l'essentiel, que ce soit au niveau de la rigueur, hein, du cadre, exposé, mais aussi jusqu'aux aspects, très pratiques. Pour ma part, j'ai apprécié, j'ai souligné l'importance de la confraternité, hein, versus la concurrence. Parce que je crois qu'avec, Sophie notamment, c'est un peu dans cet état d'esprit aussi que voilà, qu'on organise, ce sommet. Et puis, l'importance de l'écologie personnelle, hein, de prendre soin de soi, quand on prend soin des autres, c'est extrêmement, important. Je vous invite, donc vraiment merci vraiment à nouveau, chaleureusement pour la qualité, de cette présentation. Sophie, je réactive, attends, je te mets une, réactivation de ton micro. Voilà, pour que tu puisses, de ton côté, regarder et nous dire dans le chat, voilà, les Il y a questions, il y en a voilà. une pour l'instant qui donc il y a beaucoup de remerciements, pour Judith et il y Merci. a une question qui, est posée concernant, la supervision proposée par Judith existe-t-elle en visio? Est-ce que vous proposez des séances en visio, Judith? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, je supervise des personnes sur la France entière. Donc, effectivement, je propose de la visio. Alors, il y a une autre question. Pouvez-vous revenir sur l'aspect humaniste et l'aspect phénoménologique que vous avez évoqué en ce qui concerne le vocabulaire? Oui. Alors, c'est principalement concernant la relation d'aide. En fait, dans la relation d'aide, on va globalement observer la gestion de la dynamique de l'alliance. L'alliance, c'est un terme sophrologique, mais c'est aussi un terme psychologique, hein. Les psychologues cliniciens parlent d'alliance, les psychothérapeutes parlent d'alliance. Donc, on va observer la façon que l'on a de gérer cette dynamique relationnelle et du coup de se posturer face à l'autre. Alors, on voit bien, par exemple, que en psychanalyse freudienne notamment, le psychanalyste est dans un grand silence, hein, et que du coup, il est dans une forme de distance avec son patient et qu'il va surtout recueillir le vocabulaire. Il va surtout, en fait, écouter ce qui se dit et rebondir sur certains mots. En sophrologie, et notamment, par exemple, dans une approche humaniste, donc l'humanisme, le courant de pensée de la psychologie humaniste, c'est Maslow, c'est Carl Rogers, etc. Eh bien, on va le plus souvent ne pas avoir de bureau, ne pas avoir de table qui sépare le sophrologue du sophronisé. On est dans un face-à-face au fauteuil et on va donc conduire les pratiques, le plus souvent en posture assise, donc avec un fauteuil confortable, parfois en posture allongée, plus rarement. Et donc, on va être dans un face-à-face avec une écoute tout à fait particulière qu'on appelle centrée sur la personne et qui s'apprend. Donc, cette écoute-là, elle permet aussi une reformulation et en fonction de votre formation, elle permet même aussi d'oser une interprétation à travers la reformulation que vous faites de ce que la personne vous donne, de ce qu'elle dépose après, je dirais, le protocole, la réalisation du protocole, eh bien, vous allez vous saisir de ça et le mettre en lumière par rapport à la problématique qu'elle a exposée. Donc ça, c'est une approche de type humaniste. C'est une approche qui implique qu'on va vers l'autonomie de la personne. Dans une approche phénoménologique classique, parce qu'il existe aussi différents courants en phénoménologie, eh bien, on va, je dirais, considérer que la personne, elle fait avec ce qu'elle fait. On n'interprète rien du tout. Parfois même, on ne reformule pas. On laisse simplement la personne exprimer dans le dialogue post-sophronique ce qu'elle a vécu. Et entre guillemets, elle se débrouille avec ce qu'elle a vécu. Donc, on n'est pas dans la même approche. Ce sont deux courants de pensée différents. Aucun n'est meilleur que l'autre. Et d'ailleurs, dans la formation que je propose en relation d'aide, je reviens sur la posture phénoménologique et je me demande d'ailleurs si c'est une posture humaniste et on y répond avec différents auteurs. Mais voilà, c'est une chose importante de voir cette différence, je dirais, dans la manière euh, de parler à l'autre, dans la manière, en fait, de vivre la relation d'aide. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas?
pour la personne qui l'a posée. Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Il faudrait qu'elle nous mette dans le chat. Et sinon, il y a une autre question concernant votre formation. Oui, Catherine remercie. C'est bon, Merci. merci. Concernant votre formation sur la sophrologie et la relation d'aide, peut-on trouver les informations sur votre site? Je pense que oui. Non? Sophie. En fait, mon site est un site vitrine, donc il y a de nombreuses informations, mais je ne peux pas le mettre à jour. C'est mon informaticien qui le fait. Donc cette information, elle va être trouvée sur le site de l'ISSP dès à présent. D'accord. Donc, le site de Oh, l'ISSP. voilà. Et moi, j'annonce sur Instagram et sur Facebook et sur LinkedIn. Voilà. Et principalement dans les stories à la une de mon Insta. Judith, votre compte Instagram, vous pouvez nous donner les références? Oui, c'est Judith Dumas, sophrologue. Tout simplement. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone de chat pour que je puisse les relayer. Beaucoup de merci pour Je crois qu'on a eu Judith. énormément d'informations. Moi, je rends hommage à votre concision, parce qu'avoir réussi en un temps aussi court à nous transmettre, autant d'informations, c'est vraiment absolument remarquable. Et je me disais que si on avait organisé le sommet que pour cette conférence, déjà ça valait la peine. Merci Laurence, merci beaucoup. Alors, et là, il y a une remarque. J'imaginais que la supervision était très axée sur les accompagnements qui nous posent problème et je m'aperçois que c'est beaucoup plus global. Merci beaucoup. Oui, ça doit être plus global parce que si on s'arrête à ce qui nous pose problème, c'est important et c'est même indispensable, mais en fait, ça ne permet pas toujours de voir ce qui se passe dans la globalité des accompagnements. Donc, il peut y avoir un biais cognitif. Voilà. Et en fait, la supervision, elle améliore la pratique, elle permet l'intégration de l'expérience, elle favorise le développement des compétences techniques et psychosociales, mais elle permet aussi une très très bonne connaissance de soi. C'est-à-dire que plus on avance en supervision, et mieux l'on se connaît soi-même. Judith, moi j'ai une question, que je vous ai posée d'ailleurs quand on a préparé, cette conférence. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était important de connaître le mode d'exercice, du superviseur et notamment est-ce qu'il fait, que du collectif? Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui ferait de la supervision et qui n'aurait jamais de contact, avec des clients? Alors, clients ou patients, ça dépend, voilà, comment on désigne, voilà, les personnes qui viennent nous voir et qu'on accompagne. Parce qu'on voit assez régulièrement, alors on est plusieurs à être très présentes, hein, notamment sur les groupes Facebook de sophrologues, des personnes qui s'autoproclament, en supervision et dont on constate, qu'elles font peut-être de temps en temps vaguement de la formation, mais que surtout elles prétendent faire, principalement de l'accompagnement de sophrologue. Hem, Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Alors j'ouvre de gros yeux, de grands yeux, parce que vraiment surprise, hein. Je vais faire une réponse très personnelle, hein, heu, mais heu, mais qui me paraît extrêmement logique, hein. Il n'est pas possible de faire de la supervision si on n'est pas soi-même sophrologue ou accompagnant, voyez? Alors moi, je ne supervise pas que des sophrologues, je supervise d'autres professionnels de la relation d'aide qui ont choisi de travailler avec moi. Dans ce contexte-là, par exemple, je ne fais pas avec eux de l'analyse de la pratique. Voilà. J'ai par exemple une psychomotricienne, je ne suis pas psychomotricienne, je n'y connais rien. Par contre, ce que j'analyse avec elle, c'est vraiment sa relation d'aide. En revanche, sans une expérience personnelle continue, c'est-à-dire pas une expérience d'il y a 5 ans, voilà, hein, sans une expérience significative et vraiment dans l'ici et maintenant, je ne vois pas comment on peut comprendre vraiment. Le mot comprendre, c'est con et c'est la racine latine con, c'est avec. Donc, je ne vois pas vraiment comment on peut prendre avec soi la problématique apportée par l'autre quand on l'a pas un minimum vécu et qu'on n'y est pas un minimum confronté soi-même. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, je crois que c'est très clair. Donc on vous encourage si vous avez d'autres questions, alors on a parfaitement respecté, le timing. Voilà, si vous avez d'autres questions à adresser à Judith avant qu'on mette un terme
à cette conférence, à moins que vous vouliez compléter avec quelque chose ou que Sophie, toi-même, tu veuilles compléter et puis, sinon je redonnerai le programme. Alors, il y a une nouvelle question. J'avais entendu que l'on pouvait être supervisé par un psychologue, mais je comprends qu'il vaut mieux être supervisé par un sophrologue, étant donné qu'on aborde aussi l'aspect méthodologie sophro. Oui, ça dépend de où vous en êtes, en fait. C'est-à-dire moi-même, par exemple, je suis supervisée, j'ai fait le choix d'un superviseur qui est sophrothérapeute et qui est spécialisé dans les neurodiversités, puisque je suis moi-même spécialisée dans les neurodiversités. Donc, effectivement, pourquoi j'ai fait ce choix? C'est parce que, principalement, dans la supervision dont je bénéficie en tant que supervisée, ce que j'observe, c'est beaucoup l'analyse de la relation d'aide et aussi beaucoup mon écologie personnelle. Voilà. Euh, Par contre, j'ai 15 ans d'exercice en tant que sophrologue. J'enseigne. Donc, les fondamentaux de la sophrologie, je les connais plutôt très bien. Donc, je ne me sens pas la nécessité, en fait, hein, de travailler avec quelqu'un sur ma pratique parce que je connais les protocoles, leurs indications, leurs contre-indications, que je me suis formée dans de très nombreuses écoles, caïcédiennes, non caïcédiennes, etc. Donc, ça dépend de où vous en êtes, hein. Si vous êtes suffisamment assuré par rapport à votre pratique, hein, et à la façon que vous avez de pouvoir adapter pardon, vos protocoles aux personnes accompagnées, vous pouvez tout à fait bien vous faire accompagner par un psychologue. Il y a encore une question. Récemment installé, au bout de combien de temps doit-on être supervisé? C'est pas doit-on, c'est une préconisation, c'est celle de la SFS, c'est aussi la mienne en tant que sophrologue, mais c'est un choix. Moi, je conseille de l'être dès l'origine. C'est vrai que dans la conférence, il y a un aspect que je n'ai pas abordé parce que il n'est pas tous les superviseurs n'y sont pas compétents et c'est pas l'essentiel d'une supervision, mais c'est aussi les aspects très pratiques et concrets que les sophrologues, sur lesquels les sophrologues nous interrogent parfois, qui est la structure juridique. Voilà, c'est des modalités très très pratiques en fait, hein. C'est la structure juridique, je suis un établissement recevant du public, quelles sont mes obligations légales, il y a des affichages obligatoires, lesquels, etc. Ça, moi, je suis en capacité d'y répondre parce que je suis vice-présidente de la SFS et que je mets en place une veille documentaire. Mais ce n'est pas l'essentiel d'une supervision. Donc, l'idée quand on est jeune sophrologue, c'est vraiment en fait d'être soutenu dans sa pratique, à la fois parce qu'on peut se confronter à des situations difficiles, en même temps parce qu'il s'agit de ne pas se décourager, également parce qu'il s'agit de mettre en place une écologie personnelle, mais aussi parce qu'on peut avoir des questions beaucoup plus pratiques et concrètes et des orientations, hein. Voilà, des choses très pratiques, hein, c'est, bah, je connais tel comptable qui peut vous répondre, voilà les coordonnées, de madame untel, du syndicat professionnel qui peut vous répondre et cetera. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute cette notion de réseau. Voilà, moi je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en réseau, énormément. Voilà, j'ai d'ailleurs intégré une autre sophrologue dans l'un de mes 2 cabinets, voilà, pour pouvoir justement, travailler en collaboration et en réseau. Beaucoup de remerciements. Énormément, hein, on les voit passer, je crois que c'est tout à fait légitime. Voilà. Merci Judith pour Merci votre beaucoup. alors avant qu'on se quitte, vraiment pour la grande, à nouveau je dis pour la votre disponibilité et de nous faire partager cette expérience, très précieuse et très solide. Bah, merci à toutes les 2 et puis il nous reste à vous voilà, à vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve très vite. Merci encore Judith pour votre présence. Merci à tous pour votre présence et vos questions et votre Merci. écoute. Merci. Au revoir. Au revoir.